La salle du conseil flottait dans l'obscurité de l'espace. Un anneau massif de métal et de lumière orbitait autour d'une étoile lointaine. À l'intérieur, 847 espèces étaient réunies pour débattre des affaires de la galaxie. Certaines respiraient de l'oxygène, d'autres du méthane. Certaines avaient donc condamné des écailles, d'autres de la fourrure, de la peau ou des coquilles de cristal. Mais toutes respectaient les règles qui garantissaient la paix entre les étoiles. L'ambassadrice Chenwei était assise dans la section réservée aux humains, ses yeux sombres observant les débats avec une attention silencieuse. Elle représentait le pays depuis 5 ans et durant cette période, elle avait tiré une leçon importante. La galaxie ne respectait ni le bruit ni l'agressivité. Elle respectait la patience et la prudence. Ses 6 pattes claquaient sur le sol métallique. Son corps insectoïde luisait sous les lumières de la salle, un quitin noir orné des médailles de 40 mondes conquis. Le collectif zintien régnait sur les régions extérieures depuis 3000 ans, et Vélor portait ce pouvoir comme une couronne. « Je porte plainte contre la délégation humaine », annonça Vélor, sa voix résonnant dans la salle. Ils ont violé les accords territoriaux. Ils ont établi des colonies dans des zones contestées. Ils ont ignoré nos avertissements et poursuivi leur expansion. Chen se leva lentement. Nous n'avons enfreint aucun accord. Ces colonies sont des missions de sauvetage. Il y a des années, la Terre a envoyé des vaisseaux coloniaux dans l'espace lointain avant que nous rejoignions le Conseil. Certains de ces navires ont été endommagés. D'autres se sont égarés. Nous ramenons simplement nos gens chez eux. D'autres cliquetis se firent entendre et Chen sut que c'était leur façon de rire. Des missions de sauvetage impliquant des opérations minières, des stations de recherche, des avant-postes militaires. Nous ne sommes pas stupides, ambassadrice. Ces installations soutiennent les opérations de sauvetage, expliqua Chen, s'efforçant de garder son calme. Les colonies sont temporaires. Nous avons documenté chaque navire remis en état, chaque personne sauvée. Tous les dossiers sont consultables. Vos dossiers ne nous intéressent pas, dit Vélor. Votre présence sur notre territoire ne nous intéresse pas non plus. La périphérie appartient à l'équipe Zintiane. Vous retirerez vos hommes immédiatement, ordonna Vélor. Mais Mara, dont le corps longiligne remplissait un réservoir d'un liquide vert, fit un geste pour appeler au calme. Peut-être un compromis est-il possible, suggéra Marteau, sa voix résonnant dans les oreilles des interprètes. On peut accorder du temps pour reprogrammer les opérations. Du temps. Bellor se tourna vers l'orateur. Nous leur avons donné du temps. Nous avons envoyé un préavis de 6 mois. Ils nous ignorent parce qu'ils nous croient faibles. Ils pensent que nos Saans, que nous, n'agiront pas parce que nous suivons la procédure du Conseil. Chen sentit sa mâchoire se crisper. Elle espérait éviter ce moment. Juge en chef, nous ne vous considérons pas comme faibles. Nous respectons l'histoire et la puissance collective des Zintiens, mais nous ne pouvons pas abandonner notre peuple sans formation adéquate. Je demande 30 jours pour évacuer tous les civils des colonies contestées. 30 jours, s'écria Bellor. Vous demandez 1 mois pour poursuivre votre occupation illégale. Non, vous avez 48 heures. Après cela, nous lancerons une opération militaire. Un silence pesant s'installa dans le hall. Opération militaire. Ces mots résonnèrent comme une menace. Chen savait ce qui allait suivre. Elle espérait que cela n'arriverait pas. Mais les Zentiens avaient fait leur choix. Le juge en chef Chen déclara avec prudence. « Je vous exhorte à reconsidérer votre position. Nous ne souhaitons pas de conflit. Mais nous n'abandonnerons pas nos civils pour des raisons politiques. » Thor s'approcha de la section réservée aux humains. Ses grands yeux composés scrutèrent Chen attentivement. « Vous dites ne pas vouloir de conflit, mais vous nous menacez. Regardez-vous. Vous n'avez aucune arme naturelle. Ni griffes, ni venin, ni peau blindée. Vos corps sont fragiles et faibles. Vous avez besoin de machines pour survivre dans la plupart des environnements. Vous faites partie de ce conseil depuis seulement 50 ans. 50 ans. Nous avons conquis des espèces qui existaient depuis des milliers d'années. » Les autres espèces présentes dans la salle émit des grognements approbateurs. Chen perçut leur singularité et produisit un cliquetis.
Quels sont vos atouts, vos talents diplomatiques, vos accords commerciaux? Tout cela ne pèse rien face à la véritable puissance. Vous avez opté pour la paix par faiblesse. Vous n'avez d'autre choix que la paix. Chen actionna son communicateur, envoyant un message codé à une station militaire en orbite autour de Mars. La commandante Sarah Mitchell recevra ce message et en comprendra le sens. Le protocole Oméga est une autorisation militaire complète, déclara la haute magistrate Chen, d'une voix toujours calme, mais teintée d'une fermeté implacable. Je le répète, nous avons connu bien pire que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous conseille vivement de reconsidérer votre position. Les fentes des yeux de Pévélor s'étirèrent en un sourire que Chen savait être leur façon d'exprimer. Une menace venant d'une espèce qui n'a jamais mené de véritable guerre. C'est cocasse. Très bien, ambassadeur. Je vais l'officialiser. Il se tourna vers le président du conseil de Marataka et les délégués réunis. Le collectif zentien déclare l'état d'action militaire punitive contre les colonies humaines de l'anneau extérieur. Tout vaisseau ou structure humaine présent dans les territoires contestés, après 48 heures, sera détruit. Toute résistance sera réprimée, avec une force écrasante. C'est une erreur, dit Chen, mais sa voix couvrit le brouhaha soudain dans le hall. Cette espèce m'a assuré que cela ne menacerait pas la stabilité galactique. Y a-t-il des objections formelles? Silence. Aucune des deux espèces ne souhaitait s'aliéner la communauté zentienne à propos d'un conflit frontalier avec les humains. Chen rassembla ses documents et se prépara à partir. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, un ancien ambassadeur de son espèce, un Ti, l'aborda. Les Ti étaient des créatures hautes à la peau grise et aux grands yeux, et cet ambassadeur en particulier était très âgé. Chen avait aidé les siens lors d'un conflit commercial 2 ans auparavant. L'ambassadeur Chen murmura d'une voix rauque, empreinte d'âge. « Dites-le à vos hommes d'être prudents. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. » Chen le regarda, surpris. « Croyez-vous que nous puissions gagner ?» Le vieux Tai secoua lentement la tête. « Je pense que les Zentiens ont commis une terrible erreur. J'ai étudié votre espèce par curiosité. J'ai lu votre histoire, et je suis très heureuse que mon peuple ne soit pas votre ennemi. » Chen voulut lui demander ce qu'il voulait dire, mais il avait disparu avant qu'elle n'ait pu parler. Elle quitta la pièce et retourna à son vaisseau, l'esprit tourmenté. 48 heures, c'est très court. Elle ouvrit un canal de communication sécurisé avec la Terre. « Commandant Mitchell, quelle est la situation ?» Le visage de Sarah Mitchell apparut à l'écran. Le commandant, la cinquantaine, avait les cheveux noirs grisonnants et le regard fatigué d'un homme qui en a trop vu. Toutes les forces prennent position. L'amiral Kowalski prend le commandement. Les colonies entament les procédures d'évacuation, mais il est impossible de déplacer 2 millions de civils en 48 heures. « Je sais, » dit Chen. « Les Zentiens comptent que là-dessus. Ils veulent nous forcer à choisir entre la reddition et le sacrifice. Ce qu'ils ignorent, dit Mitchell avec un léger sourire, c'est que nous nous sommes préparés à cette éventualité dès notre entrée au Conseil. » Chen hocha lentement la tête. Les Xantiens ont étudié notre diplomatie, notre culture, notre commerce. Ils ont lu des articles sur notre expansion pacifique et notre coopération avec d'autres espèces. Mais ils n'ont pas exploré notre histoire, conclut Mitchell. Non, approuva Chen. Ils n'ont pas fait de recherche sur notre histoire, termina Mitchell. Non, confirma Chen. Ils n'ont pas enquêté, et maintenant, ils sont sur le point de découvrir ce qui arrive quand on menace l'humanité. L'écran s'éteignit. Chen, seule dans sa cabine, songeait à la suite des événements. Elle ne souhaitait pas cette guerre. Personne de sensé ne la souhaitait. Mais les Zentiens avaient défait leur choix, et désormais, l'humanité allait devoir assumer ses responsabilités. Quelque part, dans l'immensité obscure entre les étoiles, des vaisseaux de guerre humains se mettaient en position. Les vaisseaux, construits en secret, se préparaient à ce moment précis. La Terre a appris depuis longtemps qu'espérer la paix, c'est se préparer à la guerre. La galaxie aurait dû en tirer les mêmes leçons. 12 heures après l'annonce, la flotte de guerre zentienne apparut dans l'espace au-dessus de la colonie de New Haven.
200 vaisseaux sillonnaient l'obscurité, leurs armes chargées et prêtes à l'emploi. Le commandant de flotte Sixtil observait depuis son vaisseau amiral, tandis qu'une petite colonie humaine se développait sur ses écrans. « Scannez les structures de défense », ordonna-t-il. Son officier tactique était à son poste. 12 plateformes orbitales, un armement minimal, plusieurs vaisseaux civils fuyant le système, aucun vaisseau de guerre détecté. Zixtal sentit une vague de plaisir l'envahir. Les gens se mirent à courir, comme il se devait. Il activa le système de communication et commença à diffuser un message à la colonie en contrebas. Colonie humaine de New Haven. Ici le commandant de flotte Zixtal du collectif Zentien. Vous violez la loi territoriale. Vous avez 1 heure pour vous rendre et évacuer tout votre personnel. Toute résistance entraînera la destruction de votre colonie. En apparence, la gouverneure Enaani Elena Ortiz écoutait les messages de son centre de commandement. Le personnel, débordé, travaillait d'arrache-pied à la coordination des évacuations. 2 millions de personnes en 48 heures. C'était impossible. Combien de personnes avons-nous évacuées ? Demanda-t-elle. 80 000, répondit son assistant. Les navires de transport ne peuvent pas aller assez vite. Il nous faut plus de temps. Elena regarda les écrans, qui représentaient la flotte zentienne vue du ciel. 200 navires de guerre. New Haven ne disposait que de 12 plateformes de défense, conçues pour stopper les pirates et les astéroïdes, pas d'une véritable flotte militaire. Un message sera envoyé à l'amiral Kowalski, dit Elena. Dites-lui que nous avons besoin d'aide. Le message a déjà été envoyé, gouverneur. Pas de réponse pour l'instant. Elena ferma les yeux. Sa colonie allait être détruite et elle était impuissante. Tout a basculé. À bord du vaisseau amiral Zentia, une alarme a retenti. Zixtal s'est tourné vers son officier tactique. Rapport, contacts multiples. Des vaisseaux apparaissent dans tout le système. 41 vaisseaux. Numéro 43. Le décompte continue. Quoi? D'où viennent-ils? On l'ignore. Commandant, ils sont apparus sans prévenir. Aucune signature énergétique préalable à l'émergence. Zixtal fixait ses écrans. Des vaisseaux humains, des dizaines. Ils apparurent de nulle part, dotés d'une technologie inconnue. Plus petits que les siens, ils semblaient plus profilés et plus rapides. Le vaisseau principal ouvrit le canal. Un homme en uniforme bleu foncé apparut à l'écran. Il paraissait vieux, les cheveux gris et le visage balafré, mais son regard était perçant et glacial. Ici l'amiral James Kowalski du service spatial conjoint de la Terre. Vous avez 30 secondes pour désactiver votre arme et quitter ce système. Zek claqua des mâchoires, furieux. Vous osez me menacer, vous êtes 5 contre 1. L'amiral humain ne sourit pas. 29 secondes. C'est de la folie. Vos vaisseaux sont minuscules. Nous allons vous écraser. 15 secondes. Zixtal a coupé la communication. Tous les vaisseaux en formation de combat. Préparez-vous au feu. La flotte zentienne a pris une position offensive. Leurs armes à plasma se chargent. Ils ont livré 100 batailles ces en 1000 ans. Ils savaient comment fonctionnait le combat spatial. Bruit de tir. Plusieurs vaisseaux humains encaissèrent les tirs et leurs boucliers s'illuminèrent d'énergie, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils ne reculèrent pas. Ils continuèrent d'avancer. « Impossible !» cria Zixtal. « Feu à nouveau !» Davantage de charges de plasma, davantage d'impact. Certains vaisseaux humains furent endommagés. Leur blindage brûla, mais ils continuèrent d'avancer, accélérant à une vitesse qui laissa l'officier tactique Zixtal sans voix. Ils ne ralentissent pas, ils s'approchent à courte distance. S'approcher à courte distance, c'est du suicide. Continuez à tirer. Les vaisseaux humains ont atteint ce que les marines galactiques considèrent comme une courte portée, environ 50 000 km. Puis, ils ont continué à se rapprocher. 20 000 km, 10 000, 5 000. À cette distance, les vaisseaux humains ont ouvert le feu. XTL a regardé avec horreur les projectiles métalliques déchirer sa formation. Pas d'armes à énergie, ni de plasma, ni de laser.
juste des morceaux de métal filant à des vitesses incroyables. Ils transpercèrent les boucliers conçus pour arrêter les tirs d'énergie et s'écrasèrent contre les brèches du vaisseau comme des marteaux. Zixtal ordonna d'esquiver, mais il était trop tard. Les vaisseaux humains traversèrent sa flotte comme des requins traversent des poissons. Ils étaient rapides, incroyablement rapides, et semblaient savoir exactement où frapper. Les vaisseaux de Cynthien explosèrent. D'autres perdirent de la puissance et dérivèrent. Certains tentèrent de battre en retraite, mais les vaisseaux humains les poursuivirent sans relâche. La musique de Zixel résonnait. Mais le vaisseau continua le combat. « Pourquoi ne meurt-il pas » murmura Zixal. Sur le vaisseau amiral humain, l'amiral Kowalski s'accrochait à son fauteuil de commandement, tandis que le vaisseau tremblait sous les coups répétés. Rapport des dégâts. Les boucliers sont détruits. Pénétration de la coque sur les ponts, 7 à 12. Incendie dans les compartiments machines. Les pertes s'accumulent. Pouvons-nous encore combattre? L'officier d'armement leva les yeux. Son visage était couvert de sang, une coupure au front le faisant souffrir. Oui, une série. L'arme fonctionne. Alors, continuez à tirer. La bataille dura 4 heures. À la fin, 187 navires Tian avaient été détruits ou mis hors de combat. 13 autres furent capturés par les équipes d'abordage. Les autres prirent la fuite. La flotte humaine perdit 3 navires, détruits, et 8 endommagés. On dénombra 847 morts et plus de 3000 blessés. L'amiral Kowalski, debout sur sa passerelle endommagée, examinait les rapports de pertes. Derrière chaque chiffre, il y avait une personne. Chacune avait une famille, des amis, des rêves. Il les avait envoyés au combat, et certains ne reviendraient jamais. « Amiral », dit son officier de communication d'une voix calme. « Le gouverneur Ortiz demande un rapport de situation. » Kowalski toucha son appareil de communication. « Gouverneur, ici Kowalski. New Haven est en sécurité. Commencez les procédures d'évacuation à un rythme prudent. Vous avez tout le temps nécessaire. » La voix d'Helena était chargée d'émotion. « Merci, amiral. Mais quel en a été le prix ?»« Moins cher que si nous n'avions pas combattu, » répondit Kowalski. Il ferma la communication et contempla les débris flottant dans l'espace autour de lui. Les vaisseaux de Thion étaient brisés et en flammes. Les vaisseaux humains étaient criblés de cicatrices et endommagés. Voilà à quoi ressemblait la guerre. Voilà ce que la galaxie a oublié. À quoi ressemblait la guerre? Voilà ce que la galaxie a oublié. Loin de là, sur Terre, dans une installation militaire sécurisée, le docteur Yuki Tanaka suivait les rapports de bataille, Hulei. C'était une petite femme aux cheveux gris et portant des lunettes. Historienne et xénopsychologue, elle avait consacré sa carrière à l'étude des guerres entre les différentes espèces. Elle ouvrit les fichiers sur son ordinateur. Des fichiers qui révélaient l'histoire de l'humanité elle-même, guerre mondiale, échange nucléaire, conflits pour les ressources qui faillirent anéantir la civilisation. Des centaines d'années d'humanité déchirées par les conflits, apprenant les leçons les plus dures. « Ils croient que c'est la guerre », dit-elle à la salle vide. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est réellement la guerre. Son assistant, un jeune lieutenant, semblait perplexe. « Nous venons de détruire la majeure partie de leur flotte. Comment cela ne serait-il pas une guerre ?» Le docteur Tanaka trouva d'autres dossiers. Des enregistrements vidéo de l'entraînement des marines, des images des systèmes d'armes stockés, des plans d'opérations militaires qui n'ont jamais été utilisés. C'était une escarmouche frontalière. Nous avons utilisé 43 navires. Nous en avons des centaines d'autres. Nous avons utilisé des armes cinétiques et des tactiques conventionnelles. Nous possédons des armes que nous n'avons jamais déployées. Pourquoi ne pas utiliser tout notre arsenal? Parce que, comme l'a dit le docteur Tanaka, nous nous souvenons de ce qui arrive quand on utilise tout son arsenal. Nous nous souvenons de ce qui arrive quand la guerre cesse d'être un but de victoire et devient un but d'extinction. Elle ferma les dossiers et regarda les cartes stellaires au mur. Les Untiens pensent que nous avons gagné grâce à une meilleure technologie. Ils se trompent. Nous avons gagné parce que nous comprenons mieux la guerre qu'eux.
Nous nous battons entre nous depuis des milliers d'années. Nous avons failli détruire notre propre monde plus d'une fois. Nous avons appris à combattre non pas en conquérant les autres, mais en nous détruisant presque nous-mêmes. Et maintenant, les Entiens vont régler le différend. Ils vont engager davantage de force. Ils pensent que c'est une question de territoire et d'orgueil. Le docteur Taneka secoua tristement la tête. Ils ne comprennent toujours pas. Il ne s'agit pas du territoire. Il s'agit de survie. Et les gens sont très, très doués pour la survie. Ils sont doués pour la survie. Dans la capitale de Zinta, le haut magistrat Vélor apprit la nouvelle de sa défaite. Il lut les rapports 3 fois, incapable d'en croire ses yeux. 187 navires ont été perdus. Les pertes humaines étaient inférieures au nombre de navires restants de sa flotte. Des vaisseaux? C'est impossible, dit-il à son conseil. Les peuples sont faibles, tout le monde le sait. Ils n'ont pas d'armes naturelles. Ils sont lents et fragiles. Il ajouta prudemment, visiblement, l'un de ses conseillers. Nous nous sommes trompés. L'homme de Bélor explosa de colère. Il se brisa les membres sur la table. Non, nous ne pouvons pas nous être trompés. Nous avons conquis 40 mondes. Nous avons combattu pendant 3000 ans. Nous ne serons pas vaincus par ces extraterrestres à la peau fragile. Il activa son système de communication et envoya des ordres à tout le collectif zantien. Mobilisez toutes les troupes, tous les vaisseaux, tous les soldats. Nous allons les écraser. Nous brûlerons leurs colonies et détruirons leur monde natal. Ils découvrent ce que signifie défier le collectif zantien. 4000 vaisseaux se mirent en mouvement. La plus grande force militaire rassemblée depuis 500 ans. La galaxie observait, murmurant. Sur Terre, l'amiral Kowalski examinait les rapports de Zin après 3 semaines de guerre. La galaxie assistait, incrédule, à la transformation radicale de toutes ces certitudes sur la guerre. La coalition zentienne rassembla 4000 vaisseaux, la plus grande force militaire depuis 5 siècles. 7 espèces alliées fournirent vaisseaux et soutien. Les marchés des paris à travers la galaxie étaient largement favorables aux Zentiens. Tous savaient comment cela finirait. L'humanité serait anéantie. Tous se trompaient sur la passerelle du vaisseau de reconnaissance Invisible Deep. Dans l'espace zentien, le capitaine Marcus Rivera examinait ses écrans avec une satisfaction tranquille. Son navire, l'USS Shadow, était invisible aux capteurs zintiens. Il était en poste ici depuis 2 semaines, observant et enregistrant tout. Un autre convoi de ravitaillement se dirige vers le front, rapporta son officier de reconnaissance. 40 cargos escortés par des militaires. Marquez leur itinéraire, ordonna Rivera. Transmettez les données au commandement de la flotte. L'information fut transmise au commandement humain via des canaux quantiques cryptés. Dans quelques heures, ce convoi serait intercepté par une petite force de frappe. Les ravitaillements n'atteindraient jamais la flotte zentienne. L'escorte serait détruite ou capturée. Ce scénario se répétait dans tout l'espace zentien. Des vaisseaux humains apparaissaient sans prévenir, attaquaient les lignes de ravitaillement et les infrastructures logistiques, puis disparaissaient jusqu'à l'arrivée des renforts. Les Zentiens en tirèrent une leçon amère. On pouvait posséder la plus grande flotte de la galaxie, mais si elle manquait de carburant, de munitions et de vivres, elle y était inutile. Le Conseil galactique tenait des réunions d'urgence quotidiennes. À présent, les différentes espèces débattaient de l'opportunité d'intervenir. La plupart étaient trop effrayés par les 2 camps pour agir. L'ambassadeur Chen assistait à chaque réunion, observant et écoutant. Les autres ambassadeurs la regardaient désormais différemment. Auparavant, ils voyaient en elle une personne faible et inexpérimentée. À présent, ils percevaient quelque chose qui les inquiétait. L'ambassadeur zantien demanda la parole. Le président du conseil, Maritoch, annonça qu'un nouveau représentant de Zentia s'était présenté. Vélor lui-même n'avait pas comparu au conseil depuis le début de la guerre. Cet ambassadeur était plus jeune, ses mouvements plus vifs et moins assurés. Les attaques contre les infrastructures civiles doivent cesser, déclara-t-il.
Elles violent toutes les lois de la guerre civilisée. Elles attaquent nos vaisseaux de ravitaillement. Elles pillent nos stations orbitales. Elles recourent à la ruse et à la tromperie, au lieu d'un combat honorable. Chen se leva lentement. Nous n'avons attaqué que des cibles militaires. Chaque convoi de ravitaillement intercepté transportait des armes ou des munitions. Chaque station attaquée était une installation militaire. Nous avons tout mis en œuvre pour éviter des victimes parmi la population civile. Vous utilisez des tactiques illégales, vaisseaux invisibles, virus informatiques. Vous êtes des lâches qui refusent de nous affronter en combat ouvert. L'expression de Chena reste inchangée. Vous vouliez la guerre. Nous vous l'offrons. Le fait que nous ne combattions pas comme vous l'espérez ne rend pas nos tactiques illégales. Nous suivons nos propres lois de la guerre, qui sont en réalité plus restrictives que les normes galactiques. L'ambassadeur Zentia laissa échapper des cliquetis furieux. Alors affrontez-nous. Le haut magistrat Vélor rassemble 3000 vaisseaux pour une attaque directe contre votre système spirituel. Si vous en êtes sûr, rejoignez-nous là-bas, en bataille rangée. Nous vous affronterons, répondit Chen d'une voix calme, mais vous n'aimerez pas ce qui vous attend. Au sol, l'amiral Kowalski, dans la salle de situation, observait l'approche de la flotte Zentia. 3000 vaisseaux se dirigeaient maintenant vers le système solaire. Cette force était censée être écrasante et briser la résistance humaine. Toutes les plateformes de défense sont actives. Son officier tactique a signalé que la ceinture d'astéroïdes était désormais évacuée de toute présence civile. Des vaisseaux sans équipage sont en position. Le réseau de défense martien est opérationnel. Les installations lunaires sont prêtes. « Et notre flotte ?» demanda Kowalski. 200 vaisseaux sont déployés dans le système, 300 autres sont en réserve. Kowalski acquiesça. Les chiffres étaient alarmants pour l'humanité. 3000 contre 200. Mais les chiffres ne font pas tout. Depuis 50 ans, depuis son entrée au Conseil galactique, l'humanité se prépare à ce moment. Non pas par désir de guerre, mais parce qu'ils avaient compris depuis longtemps que la paix exigeait la capacité de se défendre. Le système Saol était devenu l'endroit le plus fortifié de la galaxie, et les Zentiens allaient bientôt le découvrir. La flotte zentienne pénétra dans le système Saol en formation massive. Le haut magistrat Vélor commandait depuis son vaisseau amiral, au centre de la flotte. Il contempla l'écran affichant les faibles forces de défense humaine et ressentit un sentiment de triomphe. Ils ne peuvent même pas rassembler suffisamment de vaisseaux pour nous tenir tête, dit-il à son état-major. Ce sera vite terminé. Les vaisseaux humains commencèrent à battre en retraite, regagnant l'orbite terrestre. Vélor ordonna à sa flotte de se lancer à leur poursuite. Voilà à quoi ressemblait une guerre galactique. La force supérieure repoussa la force inférieure jusqu'à sa destruction. La flotte zentienne pénétra plus profondément dans le système de Saol, dépassant Mars et entrant dans la ceinture d'astéroïdes. Cependant, les vaisseaux humains battirent en retraite. Le piège se referma alors. Des milliers d'objets que les Zentiens prirent pour des astéroïdes furent soudainement lancés. Ce n'étaient pas des astéroïdes. C'étaient des plateformes d'armement dissimulées, prêtes à l'emploi. Des mines qui dérivaient dans la ceinture depuis des décennies furent activées. Des vaisseaux sans équipage surgirent de derrière les planètes et les satellites. Le système de sol tout entier se transforma en un champ de bataille. Vélor assista, horrifié, à la destruction de sa flotte. Des tirs fusaient de toutes parts. Ses vaisseaux tentèrent de riposter, mais les cibles étaient trop nombreuses et trop dispersées. Chaque débris, chaque petit satellite, chaque compagnon faisait partie intégrante de leur réseau de défense. Il ordonna la retraite, un repli vers le système extérieur. Mais la retraite était aussi périlleuse que l'avancée. Des structures de défense humaine furent mises en place pour capturer toute flotte pénétrant dans le système. Aucune voie de repli n'était possible. Les vaisseaux humains, ne reculant plus, firent cette volte-face et attaquèrent.
Ils coordonnèrent leurs actions avec les plateformes de défense et les drones avec une précision redoutable. C'était comme affronter un ennemi unique doté d'une puissance de feu de 10 000 unités. La bataille dura 6 heures. Une fois le combat terminé, 2400 vaisseaux synthiens furent détruits ou capturés. Les autres prirent la fuite dans la confusion. Les pertes humaines s'élevèrent à 47 vaisseaux détruits et 12 000 morts. Le vaisseau amiral, le grand magistrat Tavelor, fut capturé par des marines et des véhicules blindés. Il tenta de se défendre, mais sa garde céda en quelques minutes. Les gens s'agitaient autour de son vaisseau comme s'il s'entraînait précisément pour ce genre de situation, car c'était le cas. Baelor se retrouva enchaîné, fixant du regard le commandant des marines. L'homme était grand et musclé, son armure marquée par les combats. Elle retira son casque et le dévisagea de ses yeux sombres. « Ô magistrat Vélor, dit-elle. Parfaitement bilingue en indien, il déclara « Vous êtes désormais prisonnier de guerre. Comportez-vous conformément aux lois et coutumes de la guerre définies par les conventions de Genève et le traité sur l'espace extra-atmosphérique. Vous devez me tuer. » Bélor répondit avec amertume « C'est ce que nous ferons. » Le commandant des marines le regarda avec une pointe de pitié. « Nous ne sommes pas comme vous. » Vélor fut transféré sur un vaisseau-prison. Il s'attendait à la torture ou à l'exécution. En échange, on lui offrit une cellule avec un lit, l'accès aux informations et des repas réguliers. Ses blessures de guerre furent soignées par des médecins humains. C'était absurde. Il leur déclara la guerre. Il tenta de détruire leur monde. Pourquoi le traitait-il avec cette étrange clémence? Par la fenêtre de sa cellule, il aperçut d'autres prisonniers d'Infi. Tous étaient traités de la même manière. Soins médicaux, alimentation adéquate, abris adaptés à leurs besoins. Le médecin humain vint examiner la situation. C'était une femme âgée aux cheveux gris et au visage bienveillant. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Et pourquoi cela vous intéresse-t-il » rétorqua Félor. « Je suis votre ennemi. Vous êtes un prisonnier blessé, dit le médecin. Cela fait de vous mon patient, pas mon ennemi. » Elle lui laissa des médicaments contre la douleur. Félor les prit et fixa les murs de sa cellule. Il fixa les murs de sa cellule. Pour la première fois, il comprit qu'il avait commis une terrible erreur. Non pas parce que les gens étaient plus forts qu'ils ne le pensaient, mais parce qu'ils étaient différents, ce qu'ils ne pouvaient concevoir. Sur Terre, le Conseil galactique tint une réunion d'urgence. L'ambassadeur Chen y participait par hologramme, au milieu des ruines de ce qui avait été la plus grande flotte d'invasion depuis des siècles. « L'équipe Zintian a été vaincue, annonça-t-elle. Nous sommes prêts à discuter des conditions de reddition. » Plusieurs espèces tentèrent de prendre la parole simultanément. Chen attendit le silence. Cependant, poursuivit-elle, nous avons reçu des renseignements indiquant que 3 autres espèces mobilisant des flottes. L'Empire Kryn, la hiérarchie Talax et le Dominion Vidian semblent former une coalition. Ils affirment que la puissance militaire de l'humanité menace la stabilité galactique. L'ambassadeur de l'Empire Kryn se leva. C'était une créature reptilienne aux écailles dorées. « Votre espèce a prouvé sa dangerosité. Vous avez détruit 2 flottes Zentia avec des pertes minimes. Vous possédez des armes et des tactiques que nous n'avons jamais vues auparavant. Comment la galaxie pourrait-elle se sentir en sécurité avec un tel pouvoir entre les mains d'une seule espèce ?» Chen le fixa longuement. « Vous avez peur de nous. Nous sommes inquiets. »« Vous avez peur, » répéta Chen. « Vous avez vu ce que nous avons fait aux Zentiens, et vous vous demandez si nous pourrions vous faire subir le même sort. Alors vous voulez que nous désarmions, que nous limitions nos forces militaires, que nous nous affaiblissions vous-même pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. » L'ambassadeur créant commença à répondre, mais Chen l'interrompit. « Soyons très francs, nous n'avons pas déclenché cette guerre. Nous avons tenté de l'éviter. Nous avons proposé un compromis et des négociations. Sentia a choisi la violence. Ils en ont subi les conséquences. Si votre coalition emprunte la même voie, vous en tirerez la même leçon. »« Vous menacez la Rada » s'exclama un autre ambassadeur. « Non, » répondit Chen. « Je constate les faits. L'humanité ne désarmera pas tant que les menaces persisteront.
Nous ne nous rendrons pas vulnérables. 6 semaines après le début de la guerre, les flottes humaines encerclaient Zent Prime, le monde d'origine du collectif Zent. 14 milliards d'êtres humains vivaient sur cette planète. Des villes s'étendaient sur tous les continents. Des stations orbitales occupaient notre l'espace au-dessus. L'amiral Kowalski, debout sur son vaisseau amiral, contemplait la planète en contrebas. Un seul de ses ordres pouvait tout anéantir. Ces vaisseaux disposaient d'une puissance de feu suffisante pour réduire l'ALSR. Surface en verre en fusion. Nombre d'espèces galactiques en seraient sans incapable. La force écrasante et la destruction totale. Donnez un exemple, mais l'humanité se souvient de ce qui arrive lorsqu'on choisit la destruction absolue. Kowalski ordonna d'ouvrir le canal vers la surface. Le nouveau chef de l'équipe Zentia apparut à l'écran. Le magistrat Kulwan avait accédé au pouvoir après la capture de Vélor. Il paraissait plus jeune que Vélor, mais la même fierté et la même colère brillaient dans ses yeux. « Vous êtes venu pour nous anéantir, » dit Kulwan. « Allez-y, montrez à la galaxie de quel monstre vous êtes capable. »« Nous ne sommes pas venus pour vous anéantir, » répliqua Kowalski. « Nous sommes venus mettre fin à cette guerre. Rendez vos forces militaires et votre peuple sera épargné. » Kulwan claqua des mâchoires, incrédule. « Vous voulez que je vous croie? Vous avez le pouvoir de nous détruire. Pourquoi faire preuve de clémence? Parce que la clémence n'est pas une faiblesse, répondit Kowalski. Rendez-vous et vous verrez. Jamais. Si vous voulez ce monde, il vous faudra le prendre, et cela vous coûtera plus cher que vous ne pouvez vous le permettre. Le canal est fermé. Kowalski regarda son état-major. Lancement en orbite. Envoyez les marines. Ce qui suivit stupéfia la galaxie. Au lieu de bombarder la planète depuis l'orbite, les humains y envoyèrent des troupes. 500 000 marines et soldats débarquèrent par vagues successives de vaisseaux de débarquement. Ils apportèrent des champs, des chars, des avions, de l'artillerie et des vivres pour une longue campagne. Le Conseil galactique suivait les opérations par satellite. La plupart des espèces n'ont pas participé à des combats terrestres depuis des millénaires. Les combats spatiaux étaient un plus propres, plus efficaces. Mais l'humanité a fait autre chose. Le capitaine Amamira Hassan menait sa compagnie de marine à travers les rues de la ville d'Infi. Ses ordres étaient nets et clairs. Assurer la sécurité des installations militaires, minimiser les pertes civiles et respecter les règles des hostilités. Sa compagnie atteignit la base militaire de Zinta. Les défenseurs ouvrirent le feu depuis leur position fortifiée. Les fusiliers marins d'Hassan se mirent à couvert et ripostèrent avec une grande précision. Ils utilisèrent des drones pour repérer les positions ennemies et eurent recours à la fumée et à la guerre électronique pour désorienter les défenseurs. Des civils se trouvaient dans le bâtiment adjacent à la base. Son éclaireur signala 43 signes de vie. Hassana modifia son plan. Au lieu d'utiliser l'artillerie pour détruire la base, elle envoya des équipes l'encercler de plusieurs côtés. L'opération prit plus de temps. 3 de ses marines furent blessés, mais la base fut prise avec des dégâts minimes aux bâtiments environnants. Les défenseurs de la Zinta furent faits prisonniers. Ils furent fouillés, soignés et mis en sécurité. Ils ne furent ni torturés, ni exécutés. Leur prise en charge se déroula selon des règles qui leur parurent étranges. Une soldate Zinta, une jeune femme nommée Zixtra, se retrouva dans une tente médicale. Un médecin humain soigna sa jambe blessée sous le regard d'un garde. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle. « J'ai essayé de vous tuer. » Le médecin, un homme à la peau sombre et aux yeux fatigués, ne s'interrompit pas. « La guerre est finie pour vous » répéta-t-elle. Zixtra ne comprenait pas. Dans la culture zintienne, les ennemis vaincus étaient au mieux des serviteurs, au pire des morts. La clémence n'était accordée qu'à ceux qui pourraient m'en s'avérer utiles plus tard. Mais ce médecin l'a aidée simplement parce qu'elle était blessée. La campagne terrestre a duré 11 jours. Les troupes ont progressé dans les villes avec une précision chirurgicale. Elles annonçaient leurs attaques à l'avance, afin que la population civile puisse évacuer. Elles ont installé des hôpitaux de campagne où étaient soignés les blessés zintiens comme des citoyens ordinaires. Ils distribuèrent de la nourriture et des médicaments aux populations civiles coupées du monde.
L'armée Xintian poursuivit le combat, mais elle n'était pas préparée aux tactiques de combat terrestre contre la population. L'humanité a consacré des millénaires à perfectionner l'art de la guerre terrestre. Chaque formation, chaque technique, chaque stratégie a été éprouvée lors de centaines de batailles réelles sur le terrain. Elle a interrogé des prisonniers, parlé à des civils et rédigé des rapports. « Ils ne nous comprennent pas », a-t-elle déclaré à l'amiral Kowalski lors d'un briefing. « Ils pensent que nous sommes bons parce que nous sommes faibles. Ils ne réalisent pas que nous sommes bienveillants parce que nous sommes assez forts pour nous le permettre. » Comprendront-ils un jour ? A demandé Kowalski. Certains comprendront, d'autres non. Mais la galaxie nous observe. C'est le plus important. Le 11e jour, le magistrat Kulvan examina les cartes tactiques et comprit que la guerre était perdue. Les forces humaines contrôlaient toutes les principales installations militaires. Les défenseurs de Zinta étaient encerclés, sans aucun espoir de renfort. On pouvait s'emparer de la capitale à tout moment. Il activa son système de communication. Ici le magistrat Quan. Je suis prêt à discuter de la reddition. La cérémonie de reddition eut lieu dans la capitale. Quan signa les documents mettant fin à toutes les opérations militaires de Zinta. En échange, Kowalski garantit la sécurité de tous les civils de Zinta et un traitement équitable pour tous les prisonniers. Pertes humaines de l'invasion, 14 000 morts et 31 000 blessés. Pertes militaires de Zint, 400 000 morts et 2,3 millions de prisonniers. Victimes civiles de Zinta, 12 000. Principalement tués lorsque les troupes de Zinta ont utilisé des bâtiments civils comme position militaire. Ces chiffres se sont répandus dans toute la galaxie. De nombreuses espèces y étaient incrédules. Des humains envahirent le monde indigène lourdement défendu, celui qui avait subi si peu de pertes. Mais le plus choquant fut ce qui se produisit ensuite. Des ingénieurs humains entreprirent de réparer les infrastructures endommagées des villes conquises. Des médecins humains créèrent des dispensaires pour les civils. Des soldats humains distribuèrent nourriture et provisions. Quelques jours après la capitulation, les forces humaines contribuèrent à rétablir la vie normale sur la planète. Dans sa cellule du vaisseau prison, Vélor suivait les informations concernant sa planète natale. Il vit les soldats humains secourir les enfants Zinta, les ingénieurs réparer les centrales électriques et les médecins soigner les Zinta âgés. Une officière humaine entra dans sa cellule. C'était le docteur Tanaka. Elle s'assit en face de lui et sortit une tablette. « J'aimerais vous poser quelques questions, » dit-elle. « Voulez-vous m'interroger ? Je veux vous comprendre. Il y a une différence. » Bélor observa ce petit homme aux cheveux blancs. « Pourquoi avez-vous besoin de comprendre ? » Parce que, comme l'a dit le docteur Tanaka, j'essaie d'empêcher de futures guerres. Pour cela, je dois comprendre pourquoi celle-ci a éclaté. À quoi pensiez-vous en nous déclarant la guerre ? Vélor resta longtemps silencieux. Puis il commença lentement à parler. Il expliqua comment les Zintiens percevaient la galaxie, comment ils croyaient en la force et la puissance, comment ils considéraient la diplomatie comme une faiblesse, comment ils avaient conquis 40 mondes et assuré la grandeur de leur espèce grâce à la force militaire. « Nous vous avons observé, dit-il, et nous avons constaté votre faiblesse, votre fragilité, vos armes contre nature, vos négociations incessantes et vos compromis permanents. Nous pensions que vous étiez des proies déguisées en prédateurs. Et maintenant, demanda le docteur Tanaka. Je comprends. Nous n'avons vu que ce que nous nous attendions à voir. Nous n'avons pas vu votre histoire. Nous n'avons pas vu ce qui vous a rendu si fort. Il désigna le panneau indiquant sa planète d'origine. Vous auriez pu nous anéantir. Au lieu de cela, vous faites preuve de clémence, vous nous battez, et ensuite vous nous aidez. Pourquoi ? Le docteur Tanaka ouvrit les fichiers sur sa tablette. Des images de l'histoire de la Terre, guerre après guerre. Armes de destruction massive, villes incendiées, millions de morts. Parce que nous avons appris, dit-elle doucement, nous avons appris ce qui arrive quand on choisit la destruction totale. Elle montra ce qui arrive quand on choisit la destruction totale. Nous avons failli nous autodétruire à maintes reprises.
Nous créions des armes capables d'anéantir toute vie sur notre planète, et nous étions à 2 doigts de les utiliser. Elle lui montra des images de villes détruites, de zones dévastées par la radioactivité et de charniers. Nous avons survécu à ces épreuves, poursuivit-elle, et nous nous sommes promis de ne jamais les revivre. Nous avons rédigé des lois sur la manière de faire la guerre, de traiter les prisonniers et de protéger les civils. Nous nous sommes imposés des limites, non par faiblesse, mais parce que nous étions assez forts pour savoir que ces limites étaient nécessaires. Baylor contempla l'image. Vous me montrez ça pour me culpabiliser. Vous avez déclaré la guerre à l'espèce la plus intelligente de la galaxie. Non pas parce que nous possédons les meilleures armes, même si c'est le cas. Non pas parce que nous avons les meilleures tactiques, même s'ils en ont. Mais parce que nous comprenons la guerre à un niveau que la plupart des espèces ne peuvent appréhender. Nous en connaissons le prix. Et cette connaissance nous rend bien plus dangereux que la simple violence. Félor ressentit quelque chose d'inédit. Non pas de la peur, mais de la compréhension. J'ai condamné mon peuple. Non, dit le docteur Taneka. Vous leur avez donné l'occasion d'apprendre ce que nous avons appris. La force sans sagesse n'est que violence. Le pouvoir sans limite n'est que destruction. Savoir quand ne pas tuer, qu'est-ce que cela signifie d'être l'espèce la plus meurtrière? Elle se leva pour partir. Elle se retourna à la porte. Votre peuple survivra. Nous les aiderons à reconstruire. Nous les aiderons à rejoindre la galaxie en tant qu'égaux, car c'est ce que nous faisons. Nous combattons quand il le faut, mais toujours d'égal à égal avec la galaxie, car c'est notre nature. Nous combattons quand nous y sommes contraints, mais nous privilégions toujours la paix quand nous le pouvons. 3 mois après la capitulation, des représentants de toute la galaxie se sont réunis à la station neutre pour négocier un traité de paix définitif. La guerre était terminée, mais ses conséquences se faisaient encore sentir. L'ambassadrice Chen Wei était assise à la table des négociations face aux nouveaux représentants zentiens. À ses côtés se trouvait l'amiral Kowalski, dont l'uniforme était orné des médailles qui aidaient les gagner pendant la guerre. De l'autre côté de la table, les zentiens semblaient nerveux et abattus, mais ils n'étaient pas les seuls à être représentés. 3 autres espèces avaient également envoyé leurs représentants. L'Empire Kryn, la hiérarchie vitale et le Dominion vidien formèrent une coalition et formulaient des exigences. L'ambassadeur Kryn, dont la cendre et les écailles tulaires brillaient sous les projecteurs de la station, prit la parole le premier. Avant d'aborder la paix avec les Zentiens, nous devons examiner une question plus vaste. L'humanité a prouvé qu'elle était une puissance militaire sans précédent dans la galaxie. Vos armes, vos tactiques, votre organisation dépassent tout ce que nous connaissions. Vous devriez nous en être reconnaissants, dit Chen d'une voix calme. Si nous étions les conquérants que vous redoutiez, cette conversation n'aurait pas eu lieu. C'est ce qui nous inquiète, déclara la représentante d'Atalax. C'était un être cristallin de grande taille, dont la voix résonnait comme des cloches. Vous avez le pouvoir de gagner. Qu'est-ce qui vous en empêche? Notre choix, répondit Chen. La même chose qui nous a empêchés de détruire la planète natale des Zentiens. La même chose qui nous empêche d'utiliser nos armes les plus destructrices. Nous avons décidé de ne pas le faire. Mais que se passera-t-il si vous changez d'avis? Demanda l'ambassadeur vidien. C'était un liquide fluide emprisonné dans une combinaison environnementale. Et si un jour vos dirigeants décidaient que la paix n'a plus d'utilité, la galaxie entière serait impuissante. L'amiral Kowalski se pencha en avant. Vous voulez que nous limitions nos forces armées, que nous les soumettions à des contrôles et des restrictions. Vous vous êtes affaiblis pour vous sentir en sécurité. Nous voulons l'équilibre, déclara l'ambassadeur créant. Nous voulons la garantie que l'humanité ne deviendra pas une menace. Chen se leva lentement. Avant de poursuivre cette discussion, je voudrais vous montrer quelque chose. Elle activa l'écran holographique. Des données emplirent l'air au-dessus de la table. Spécifications des vaisseaux, plans d'armes, installations militaires, une technologie jamais vue dans la galaxie. Voici ce que nous avons utilisé contre les Zentiens,
dit Chen en présentant un document. Environ 30% de notre potentiel militaire total. Voici les vaisseaux que vous avez vus. Voici l'armement que nous avons déployé. Voici la tactique employée. Elle déplia l'écran. Davantage de données apparurent. Beaucoup plus. Voici notre potentiel militaire complet. Des vaisseaux jamais déployés, une arme jamais utilisée, des technologies développées mais conservées en réserve. Les représentants examinèrent les données, stupéfaits. L'ampleur de la puissance militaire que possédait l'humanité était impressionnante. Ils ont gagné la guerre en n'utilisant qu'une infime partie de cette puissance. Vous voyez cette arme? Chen désigna une série de structures qui firent trembler les extraterrestres, des destructeurs de planètes, des engins capables de déchirer la Terre de l'intérieur. Nous les avons construits il y a 50 ans. Nous ne les avons jamais utilisés. Nous ne les utiliserons jamais, sauf en cas d'extinction imminente. Elle a présenté d'autres prototypes. Les allumeurs d'étoiles sont des armes capables de provoquer l'explosion d'une étoile en supernova. Nous avons la capacité de détruire des systèmes solaires entiers. Nous avons décidé de ne pas le faire. Vous nous montrez cela pour nous intimider? Demanda le représentant de Phalanx d'une voix tremblante. Non, répondit Chen. Je vous le montre pour que vous compreniez. Nous possédons cette arme depuis des décennies. Nous pourrions l'utiliser à tout moment. Nous pourrions conquérir la galaxie. Nous avons choisi la diplomatie, non par faiblesse, mais parce que nous sommes assez forts pour choisir la paix. Elle ferma le présentoir et regarda chaque représentant tour à tour. Vous craignez ce dont nous sommes capables. Vous devriez vous demander pourquoi nous ne l'avons pas encore fait. Nous avions le pouvoir de dominer la galaxie avant de rejoindre le Conseil. Nous avons choisi une autre voie. L'amiral Kowalski prit la parole à voix basse. Mon peuple a un dicton, ceux qui peuvent mais ne veulent pas sont véritablement puissants. Nous pourrions tous vous anéantir. Nous avons décidé de ne pas le faire. Voilà le vrai pouvoir. Un long silence s'installa dans la pièce. Puis une voix inattendue retentit. Ils disent vrai. Vrai. Tous se retournèrent. Le haut magistrat Vélor entra dans la salle. Officiellement, il était toujours prisonnier, mais il était autorisé à assister aux négociations. Il s'approcha lentement de la table et observa les représentants de la coalition. J'ai déclaré la guerre à l'humanité parce qu'il la considérait comme faible. Vélor répondit. J'ai été stupide. Ils ne sont pas faibles. Ils sont les plus dangereux que l'un d'entre nous puisse rencontrer. Mais pas pour les raisons que vous craignez. Il désigna les représentants du peuple. Ils ont détruit 2 de mes flottes. Savez-vous ce qui est vraiment terrible chez les humains? Ce ne sont ni leurs armes ni leurs tactiques. C'est leur retenue. Ils ont le pouvoir de détruire, mais choisissent de ne pas l'utiliser. Ils gagnent des guerres et aident ensuite leurs ennemis à se relever. Ils sont redoutables, car ils comprennent la mort mieux que quiconque. L'ambassadeur Créan semblait mal à l'aise. Malgré tout, un tel pouvoir, concentré entre les mains d'une seule espèce, est dangereux. Plus dangereux que ces 3 espèces formant une coalition militaire. Demanda Chen d'un ton sec. Oui, nous sommes au courant de la mobilisation de votre flotte. Nous savons que vous avez rassemblé 8000 vaisseaux. Nous savons que vous prévoyez d'obtenir notre soumission par la force. Les représentants de la coalition parurent stupéfaits. L'ambassadeur Créan commença à parler, mais Chen le coupa. Vous pensiez vraiment que nous ne nous en apercevrions pas? Nos capacités de surveillance dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Nous vous observons depuis le début de la planification de cette coalition. Elle a extrait davantage de données. Voici la composition de votre flotte. Voici vos vecteurs d'attaque prévus. Voici les itinéraires de livraison que vous avez établis. Elle a extrait encore plus de données. Le docteur Tanaka, tenant une tablette de données, fit un signe de tête à Chen et projeta une nouvelle série d'images. Des images d'archives montrent des paysages, des guerres, des destructions, des villes et des ruines. Voilà à quoi ressemblait l'humanité il y a 500 ans. Le docteur Tanaka explique. Nous étions en proie à des conflits internes.
Nous avons failli anéantir notre propre civilisation à plusieurs reprises. Armes nucléaires, guerre biologique, effondrement écologique, nous étions à 2 doigts de disparaître complètement. Elle montra des images d'une lente reconstruction. Nous avons survécu et appris. Nous avons édicté des lois sur l'art de la guerre. Nous avons établi des règles pour le traitement des prisonniers et la protection de la population civile. Nous nous sommes imposés des limites, car nous savions qu'une guerre sans fin ne mène qu'à l'extinction. D'autres images apparurent. Partanaque reprit son discours. Nous avons apporté ce savoir avec nous. Nous avons étudié vos méthodes de guerre. Nous avons constaté que la plupart des espèces ritualisent donc les combats. Vous vous battez pour des ressources ou un territoire, mais rarement pour votre survie. Vous n'avez pas vécu ce que nous avons vécu. Elle regarda chaque représentant. Les Ontiens ont retenu la leçon. À présent, vous avez le choix. Apprendre de leur exemple ou répéter leur erreur. Les représentants de la coalition se consultèrent discrètement. L'ambassadeur créant prit finalement la parole. « Que proposez-vous » demanda-t-il. « Un traité de défense mutuelle » répondit Chen. « Non pas la soumission, mais la coopération. Nous partageons notre doctrine militaire, nos lois de la guerre et notre conception de la limitation des conflits. En échange, vous vous engagez à ce que l'humanité reste armée et prête à œuvrer pour la paix, mais résolue à la préserver. » « Et si nous refusons » demanda le représentant de Phalanx. Chen resta impassible. « Vous subirez alors le même sort que les Entiens, mais je vous le promets, nous préférons être vos alliés que vos conquérants. Le choix vous appartient. » Les négociations se poursuivirent pendant 3 jours. Finalement, un contrat fut signé, le contrat de l'humanité, comme on l'appelait. Il établit de nouvelles règles pour la guerre galactique, fondées sur des principes humains, protection de la population civile, traitement équitable des prisonniers, délimitation des cibles militaires et civiles, crimes de guerre et tribunaux pour les auteurs de ces crimes. Le collectif Zenti devint un État protectorat, démilitarisé mais autonome. L'humanité accepta de les aider à reconstruire leur civilisation et leur économie. Vélor, après avoir purgé sa peine pour crimes de guerre, fut libéré et devint un défenseur de la paix. La coalition fut dissoute. Un nouveau Conseil de sécurité galactique fut alors formé avec la participation des humains. Les forces militaires onashumaines sont devenues des forces de maintien de la paix, contribuant à la résolution des conflits à travers la galaxie. 5 ans plus tard, l'ambassadeur Chen se tenait dans la même salle du Conseil où la guerre avait commencé. Une nouvelle espèce sollicitait son admission. Se faisant appeler les Rockers, ils étaient de fiers guerriers aux fortes traditions militaires. Chen rencontra leurs représentants en privé, avant la présentation officielle. Rocker était grand et musclé, recouvert d'une épaisse armure et muni de griffes acérées. Il regarda Chen avec un mépris à peine dissimulé. « J'ai entendu parler de votre espèce, » dit-il. « De votre victoire contre les Entiens, mais je ne vois devant moi qu'une petite créature faible, sans griffes, sans armure, sans armes naturelles. » Chen esquissa un sourire. Chen sourit légèrement. De leur propre espèce. Rocard parut perplexe. « Nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes, nous sommes en guerre contre les autres. » « C'est exact. Chen a dit que vous n'avez jamais rencontré d'ennemi qui vous comprenne pleinement, l'ennemi qui connaît toutes vos tactiques.